Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maoudi. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Le gouvernement malien devrait explorer la possibilité de discussion avec les extrémistes dans le centre du pays. Cette proposition est de l'ONG Crisis Group dans son dernier rapport publié il y a une semaine. Alors la question qu'on pose au cours de ce grand dialogue, c'est faut-il négocier avec les djihadistes? Et nous avons trois invités, Dr Ali Tunkara, universitaire, auteur du livre Le djihad à Kémassina dans le centre du Mali, Bassirou Ben Doumbia, président fondateur de la conscience citoyenne pour la démocratie et le renouveau au Mali, considère, et Boubacar Bokoum, politologue. Je suis Mohamedou Touré, chers auditeurs, téléspectateurs et internautes qui nous suivent en live sur Facebook. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Docteur Ali Tunkara, faut-il négocier avec les djihadistes? Je pense que quand on regarde la situation sécuritaire dans le contexte malien, de 2012 à aujourd'hui, et aussi questionner les réponses militaires apportées jusqu'ici, tant par l'État du Mali que par ses partenaires. Et naturellement, s'il y a lieu d'établir un bilan, ces différentes réponses sont loin d'instaurer ce qu'on pourrait qualifier même un semblant de stabilité, parce qu'on sait quand même que au début de la crise, on ne parlait que des régions dites nord du Mali. Progressivement, à partir de 2015, le centre s'est réellement aussi sévi par ces différentes attaques terroristes émaillées par des tensions intracommunautaires. Donc, en somme, les réponses militaires n'ont pas pu apporter justement des solutions durables jusqu'ici. Donc, déclencher un processus de dialogue avec des groupes radicaux violents, notamment avec des groupes terroristes, ce n'est plus une nécessité. Je pense que cela s'impose avec acuité à l'État central du Mali. Ce n'est pas une simple analyse. Crisis Group, pour qui s'intéresse un peu à la recherche, est une structure qui est très sérieuse, tant du point de vue académique qu'analytique. Donc je pense que ce sont des hypothèses, d'ailleurs, qui sont très souvent aussi avancées par des populations lorsqu'on va dans la région Mopti, dans les régions de Gao, Kidal, Tombouctou. Effectivement, beaucoup de communautés émettent ce souhait de déclencher ces dialogues avec des groupes radicaux violents, notamment le plus gros, ce qu'on pourrait qualifier tel que Yadaga Ali, Ahmadoun Koufa. D'accord, donc vous pensez aujourd'hui que négocier avec des djihadistes au Mali, ça s'impose. Et vous ne partagez pas cet avis, Bassirou Ben Doumbia? Pas tout à fait, dans la mesure où moi je vais de l'idée qu'on peut négocier. On peut négocier si on admet que ce sont des Maliens comme nous, ce sont nos frères, et que lorsque la case brûle, il faut faire asseoir tous les enfants autour du sujet brûlant et trouver la solution ensemble. Sur ce point, je suis d'accord. Mais quand on regarde l'idéologie ou le fondement qui motive l'intention ou la psychologie du djihadisme, je ne pense pas que la négociation soit aujourd'hui, même si elle peut être souhaitée, comme l'a dit Abraham Yahya, qui est le principal auteur de l'article de Crisis Group. En réalité, c'est une alternative, mais je ne pense pas qu'elle soit couronnée de succès, dans la mesure où la psychologie djihadiste même, ainsi que les motivations qui justifient cette tendance islamiste s'inscrivent dans un cadre purement de rupture avec les valeurs de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, aller à la négociation avec Amadou Koufa ou Yag Agali peut sortir le Mali de l'ornière? Parce que quelque part, il faut voir aussi le mobile de la négociation. Sur quoi la négociation devrait se fonder? Est-ce que c'est l'adhésion à leurs valeurs? Avant de parler des bases sur lesquelles on va négocier, est-ce que vous pensez même qu'on doit négocier avec des djihadistes au Mali? Très honnêtement, je suis républicain. Je ne pense pas que négocier avec des djihadistes qui ont des armes à la main soit la solution. D'accord. Alors, quel est votre avis là-dessus, Boubacar Bokoum? Écoutez, c'est très complexe cette situation parce que ce que nous appelons djihadistes, à un moment donné, nous avons accepté de négocier avec ceux qui ont demandé la partition du pays.
entre ceux qui ont demandé la partition du pays et ceux qui parlent d'un islamisme, qu'il soit rigoureux ou non. Ils parlent quand même de l'islam, qui, de mon point de vue, n'est pas aussi effrayant pour moi en tant que musulman. Maintenant, je pense que négocier, peut-être que c'est aller trop vite, c'est de dire on va à l'écoute. Je suis plutôt pour le principe de l'écoute, comme il l'a dit tantôt. C'est aujourd'hui avoir une approche, parce qu'en réalité, on ne connaît pas les fondements même de ce djihadisme ou cette violence au centre. Il faut un bon questionnement. Et ce questionnement va nécessiter une écoute qui va nous permettre de comprendre Amadou Koufa ou Iyad, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent de l'État du Mali en réalité. Parce qu'il faut comprendre qu'au début du mouvement, il y avait beaucoup d'interférences. Il y avait le MLNA, il y avait la SEMA, il y avait plein de choses qui se sont agglutinées les uns sur les autres, et y compris les gens géopolitiques et géostratégiques. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que l'État du Mali peut nous dire comment Iyad Agali est armé, comment sa logistique fonctionne? Mais quand vous demandez de les écouter, est-ce que réellement aujourd'hui on ne sait pas ce que ces gens veulent? Non, nous n'en savons absolument rien dès lors que Amadou Koufa n'est pas face à... Parce que, écoutez, quand vous êtes dans le prêche ou vous êtes en train de revendiquer, je vous prends l'exemple de Tchablin Dramé. Quand il était dans l'opposition, il a dit plein de choses, mais quand aujourd'hui il a été invité à collaborer et à être sur la table, le discours a changé. Donc rien ne me dit aujourd'hui que Iyad, qui au départ était dans un islamisme violent et tout ça, vu comment les choses évoluent, est-ce qu'objectivement il ne va pas comprendre que nous avons besoin plutôt d'un islam qui respecte les règles républicaines? Est-ce qu'aujourd'hui il ne serait pas prêt à s'inscrire dans cette logique si un certain nombre d'éléments de sa sécurité sont réunis? Je pense que les lignes ont bougé et je pense que c'est des choses qui sont faisables. D'accord. Doumbia, vous dites que vous êtes contre ces négociations. Il estime qu'aujourd'hui, quand on va les appeler pour les écouter, il se pourrait qu'ils changent d'avis. Avec cette hypothèse, est-ce que vous êtes d'accord? Bon, très honnêtement, quand M. Bokou me dit qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent, je suis un peu surpris. Parce que Amadou Koufa ou Iyad Agali n'a jamais caché son engagement vis-à-vis de la cause du djihadisme. L'objectif du djihadisme de ces personnes-là, de ces gens-là, c'est simple. C'est l'instauration d'un État théocratique au Mali. Point. Voici le mobile déterminant qui justifie la prise des armes contre la République. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, il demande l'effacement ou la révision des relations bilatérales entre le Mali et l'Occident, notamment la France. Voici les deux arguments on a tous vu à travers des vidéos qu'ils ont faites, et ils ne cachent pas leurs positions. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali peut se défaire de la communauté internationale dans la résolution de la crise du Septentrion? Je ne pense pas. Mais beaucoup pensent que ça, c'est juste des motivations qui sont données, mais ce n'est pas les motivations réelles. Bon, écoutez, ici, je pense qu'il faut voir de la psychologie du djihadisme. Il a fait la référence à Tchablin Dramé, qui est un homme politique. Je pourrais aussi faire référence peut-être aux séparatistes, qui est un mouvement politique, qui a demandé à un certain moment la séparation, qui ont demandé leur indépendance, qui ont demandé la rupture avec le Mali. Et aujourd'hui, ils sont là. L'accord pour la paix. Aujourd'hui, ils sont là. C'est purement politique à ce niveau. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir la même chose avec les djihadistes? Je ne pense pas, parce que cela même est contraire au principe même de l'islamisme. L'islamisme, il n'est pas modéré. L'islamisme, c'est l'application de la loi de Dieu et rien d'autre que la loi de Dieu. Quelqu'un qui déroge à cette règle, je crois très personnellement qu'il n'est même pas sincère avec les valeurs de l'islam. Donc en ce moment, on tombe dans un islamisme politisé, un islamisme de propagande, comme il a dit. Et je ne pense pas très honnêtement, au regard des dégâts ou des discours que ces personnes-là ont adoptés et la posture qu'ils ont adoptée vis-à-vis de l'État, qu'ils soient encore inscrits dans la propagande. Je ne pense pas. Est-ce que vous pensez que les négociations vont pouvoir changer quelque chose si on le faisait? Forcément, mais quand on prend un peu les différentes katibas ou les différents groupes radicaux violents avec le référent musulman, ils ne sont pas aussi homogènes qu'on les penserait. S'agissant de Jaafar Diko, qui est un peu dans la partie frontière Mali-Burkina, en passant par Ahmadou Koufa, en passant même par l'ex-officier de l'armée régulière malienne, Ba Agmoussa, alias Ba Moussa Diarra, même Yara Galou lui-même, on s'aperçoit quand même qu'ils ont à la limite réparti le territoire en conflit entre les différentes katibas. Mais fondamentalement, c'est que ces différents groupes ont des communs et ils reconnaissent
l'état de l'État en matière de la distribution de la justice. Je pense que lorsqu'on va rassurer ces différentes catégories, que dorénavant, l'État sera équitable dans la distribution de la justice. Je ne pense pas que cela soit anti-républicain de bien distribuer la justice. Et ils reconnaissent tous que les forces de défense et de sécurité, au lieu que celles-ci rassurent, ne font qu'inquiéter. Est-ce que, et tous les républicains, qu'on demande un peu d'orthodoxie et de morale en force de défense et de sécurité. Donc, c'est pour vous dire que, au-delà de la pluralité de groupes sur le terrain, j'ai la ferme conviction que beaucoup de choses sont demandées ou sont exigées par ces radicaux violents, sont aussi compatibles ou même solides dans les fondamentaux de la démocratie. Je reconnais avec Doumbia qu'effectivement, ils ont quand même une posture très textuelle de l'islam ou des textes sacrés qu'on appelle al-Hafiyya. Ils ont vraiment dans une posture électorale. Donc, mais je pense que lorsqu'on va déclencher un tel dialogue, l'argumentaire le plus solide pour déconstruire l'offre de la violence, c'est de puiser dans les textes sacrés. J'ai la ferme conviction que nous avons des hommes et des femmes dans le contexte malien. Mais déjà, comme Doumbia, il y a Moukadam Damsek sur Facebook qui pense que les djihadistes ont été clairs, ils veulent diviser le pays. Est-ce qu'on peut négocier sur cette base? Je pense que si vous les écoutez avec une attention particulière, je ne dirais pas qu'ils n'ont jamais fait allusion à la partition du pays, mais ce n'est pas un élément essentiel dans les revendications. Mais plutôt, ce sont des revendications qui reviennent nettement sur les problématiques de la justice, sur des questions liées à l'accès aux fonciers, sur la manière dont les agents de l'État ne sont pas du tout rassurants vis-à-vis des communautés. Ce sont ces questions, entre autres, qui sont posées par les djihadistes. Mais dire qu'ils sont pour la partition, faisons attention. C'est vrai, je comprends qu'ils tombent parfois dans la confusion parce que s'agissant d'Ansaroudine, dans les régions du nord du Mali, effectivement, nous avons des acteurs qu'on aura même du mal à les qualifier, qui sont tantôt indépendantistes et tantôt ils sont sous la coupole du djihad. Donc c'est pour vous dire que dans l'identification de ces acteurs aussi, une telle confusion est tout à fait possible. Mais je pense fondamentalement les radicaux violents ne sont pas dans une dynamique sécessionniste, mais ce sont plutôt des sectaires qu'on vient d'évoquer qui expliqueraient le pourquoi, effectivement, de cette récurrence de l'insécurité. On sait pertinemment que beaucoup d'entre eux ont fait allégeance à Al-Qaïda, à l'État islamique, mais en dépit de cette allégeance à ces différents groupes radicaux internationaux, j'ai la ferme conviction qu'aujourd'hui, ces groupes radicaux, notamment les leaders, sont dans des conditions tout à fait aussi difficiles. L'offre du dialogue pourrait être prisée par ces groupes aussi. Je pense parce que, ne l'oublions pas quand même, ils sont retranchés dans des conditions qui ne sont pas du tout enviables, ou très peu enviables, même par les membres de ces différents groupes. D'accord. Monsieur Doumbia, Sidi Med Ould Hammama sur Facebook estime qu'on n'a rien à perdre en négociation, même en cas d'échec. Pour arriver à une paix véritable et sincère, aucune démarche n'est tabou selon lui. Partagez-vous son avis? Oui, je serais partiellement d'accord, mais une démarche, une négociation dont on connaît les suites, je crois que ce serait une perte de temps. Mais est-ce qu'on connaît réellement les suites? Les suites, moi, je reste persuadé. Je crois très personnellement que les djihadistes n'ont pas une corporation, une posture d'homme politique ou d'homme un peu ambivalent. La vision, elle est claire. Ce ne sont pas des caméléons. Ce ne sont pas des caméléons. D'accord. Ce ne sont pas des caméléons en ce sens qu'ils sont intransigeants sur leur position. Maintenant, beaucoup me venaient de dire de taper à la porte pour voir ce que ça va donner. Ça, c'est l'approche écoute. Mais l'approche écoute, d'accord, elle peut explorer dès lors qu'on sait si réellement il y a une possibilité de flexibilité vis-à-vis d'eux. Mais cette possibilité de flexibilité est même contradictoire à la valeur religieuse. Bon, je rejoins entièrement Tounkara quand il dit qu'ils ont une lecture purement textuelle, formelle, formaliste des textes religieux. Oui, mais qu'est-ce qu'on a à perdre à essayer? On n'a absolument rien à perdre à essayer, mais je crois qu'aller dans un dialogue, il faut d'abord au préalable définir les termes du dialogue. Sur quoi devons-nous dialoguer et quelles sont les conditions de ce dialogue-là. N'oubliez pas que ce mouvement a fait des victimes. Est-ce que ces victimes-là aussi accepteront que l'État négocie avec ces personnes-là, sachant très bien qu'il y a eu des crimes contre l'humanité?
Premier aspect. Second aspect, est-ce que quelque part, si aujourd'hui l'État adopte cette posture de dialogue avec ce mouvement, n'oublions pas que nous sommes au Mali et on a beaucoup de tendances, on a beaucoup de courants religieux et chaque courant est représenté par un leader qui draine des millions, sinon des millions de fidèles. Est-ce que quelque part, négocier avec la branche islamiste de Amadou Koufa et de Agali ne serait pas une sorte de légitimation de leur mouvement et aux yeux de la communauté, de l'opinion publique nationale, mais même aux yeux de la communauté internationale. Et si c'est une légitimation, quelle frustration cela peut causer aux d'autres courants religieux, aux d'autres leaders religieux, qui peut-être pourront se sentir menacés, parce que n'oublions pas que chacun aussi veut se faire hisser à un certain niveau de légitimité vis-à-vis de l'État. Ça, c'est la seconde crainte. La troisième crainte, c'est les contestations locales. Les Dogons et les Bambara qui sont dans ces régions-là, qui ont parfois été violentés, dont les femmes ont été massacrées, des enfants ont été massacrés. Est-ce qu'eux aussi, ils vont vouloir croiser les bras et accepter que l'État négocie selon les termes et les conditions que cela voudra poser pour que nous puissions aller à la paix? Je crois que tout ce travail-là doit être mené au préalable avant de parler réellement d'un dialogue sincère et franc. Mais pour revenir encore à la question, je ne crois pas au succès d'un dialogue avec un mouvement djihadiste. D'accord. Est-ce que vous pensez que les victimes vont être d'accord pour des négociations entre l'État malien et les présumés djihadistes? Bon, vous savez, de toutes les façons, dans les situations de ce genre, on a vu plein de fois où des djihadistes ont été libérés sur des trucs politiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'exaction. Ceux qui ont pris les armes contre le Mali, ils ont été plus ou moins amnistiés, pour ne pas dire qu'ils ont des trophées. Donc le problème n'est pas là pour l'instant. Là, il s'agit d'une forme de précarité de l'État, où l'État est pratiquement inexistant, on est à terre. On n'a pas une armée aujourd'hui qui est capable de tenir front à ce mouvement. Impossible. Nous avons tout essayé et jusque-là, nous n'avons pas réussi. Alors, et les autres armées qui sont là, qui sont partenaires du Mali, la France, vous savez, la MINUSMA, la France, G5 Sahel et tout ça, bon, vous savez, c'est des institutions plus ou moins politiques et militaires parce qu'ils n'ont pas vocation à venir défendre le Mali de toutes les façons. C'est à l'armée malienne de défendre le Mali. Maintenant, si nous n'avons pas de vision stratégique pour nous défendre, nous n'avons pas une structuration, une bonne organisation de notre armée, là, c'est un vrai problème. Le vrai problème, c'est que la problématique même de l'insécurité, il faut bien l'analyser. Quand il parlait tantôt des Dogons, le problème des Dogons est un peu différent du problème du djihadisme. Le djihadisme aussi est un peu différent de l'insécurité qu'on a connue à travers les séparatistes. Mais en tout état de cause. Même si les victimes ne sont pas d'accord, il faudrait quand même négocier. Victimes d'accord ou pas, il faut d'abord trouver une solution. Ensuite, négocier aussi avec les victimes, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une entité. Maintenant, il faut, dans un principe d'équilibre et de négociation, il faut aller à la fragmentation. Donc, chaque portion a une particularité de problème. Aujourd'hui, les djihadistes, ils ont un problème d'intégration, comme tantôt le professeur Tungara l'a dit. Aujourd'hui, les djihadistes, ils ont envie quand même de ne plus être traqués. Ils ont envie de revenir vivre une vie normale, ainsi de suite. Ils sont aussi épuisés. Autant le Malien que nous sommes épuisés par cette guerre, et aussi, à un moment donné, ils sont épuisés, ils sont fatigués. L'idéologie à laquelle on fait allusion, on peut toujours discuter d'idéologie. Alors, s'ils sont d'accord que c'est eux qui ont raison, je pense qu'on peut les offrir l'opportunité de discuter avec eux pour leur montrer que non, la lecture qu'ils font de l'islam, ce n'est pas ça la vraie lecture. On peut toujours en parler. Maintenant, à un moment donné où ils ont plus les armes à la faveur d'autres choses, parce que ce n'est pas sorti du néant. Ces soi-disant djihadistes, ils étaient avec nous. Il y a pas longtemps, ils étaient à Bamako, ici, avec nous. Et Amadou Koufa, il n'y a pas très longtemps, il était au centre, il n'était pas armé. Mais c'est un certain nombre de déséquilibres et de faiblesses de l'État qui a favorisé effectivement ce réarmement et l'injustice sociale qui est là et qui est latente, qui pose problème. Donc, à un moment donné, pourquoi les populations du Nord, plus ou moins, et surtout du centre, dans la zone de Massina, ont plus ou moins adhéré à ces mouvements djihadistes? Parce qu'ils se retrouvaient en termes de redistribution de justice, ce n'est pas parce qu'ils croyaient à l'islam pur et dur, c'est parce qu'à un moment donné, quand ils sont brimés, l'armée n'étant pas là pour les protéger, la police n'étant pas là pour les protéger, la justice n'étant pas là pour dire la vérité, le seul rempart qu'ils avaient, c'était effectivement ces mouvements djihadistes. Donc du coup, ça a été à un moment donné le ciment. Ensuite, il faut comprendre qu'au niveau de ces mouvements, tous les mouvements qui se sont agglutinés autour des djihadistes sont devenus finalement des mouvements qui faisaient de la razzia
Seuls les mouvements de Amadou Koufa et de Yad, à un moment donné, ne s'adonnaient pas à ces pratiques. Donc, à un moment donné, la population avait tendance à suivre ces mouvements parce qu'ils étaient, semble-t-il, être les mouvements les plus justes, qui ont un certain équilibre avec la morale, ainsi de suite. Donc, dans une société où tu n'as pas de justice, où tu n'as pas d'équité, mais tu as tendance à t'accrocher à ce phénomène. D'accord, justement, parlant de justice, Tounkara aussi l'a dit, une des demandes de ces présumés djihadistes, c'est également la justice. Alors, négocier avec ces djihadistes, est-ce que ce ne serait pas une injustice envers les victimes aussi? Je pense qu'avant d'apporter des réponses à une telle question, très rapidement, comprenons qu'aujourd'hui, M. Doumé a tout à fait raison de parler des partenaires du Mali quant à un tel possible dialogue avec les groupes radicaux violents. Il faut quand même rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, ceux-ci avaient refusé aussi de négocier avec les groupes radicaux violents, tant en Afghanistan, en Irak, en Syrie. Mais au bout du tunnel, ils se sont rendus compte que la seule réponse militaire ne peut aucunement instaurer la stabilité tant souhaitée par les communautés elles-mêmes. Dans le même temps, il ne faut pas l'oublier. Il y a quand même des voix très discordantes aujourd'hui au niveau de l'Hexagone, notamment si vous vous référez à la tribune du général français, M. Clément Bollet, il est quand même très clair dans ses écrits pour dire qu'effectivement, la France, les solutions militaires qu'elle porte dans le Sahel, ces solutions sont loin d'apaiser la situation sécuritaire. Donc c'est pour nous dire qu'effectivement, ces partenaires ont le droit de s'inquiéter. Mais le Mali aussi, quand même, au bout du tunnel, il doit être courageux de questionner le terroir. S'agissant des victimes, je pense que quand on est sur le terrain, échanger avec les populations de Mopti, celles des régions dites nord du Mali, majoritairement dans nos études, celles-ci n'écartent pas l'hypothèse d'engager des dialogues avec les groupes radicaux violents. Je reconnais qu'il peut y avoir des réticences ça et là pour un tel dialogue. Mais tout le monde sait pertinemment aujourd'hui que l'état de déliquescence dans lequel se trouve l'armée malienne, et toutes les difficultés que prouve l'élite politique malienne aujourd'hui, la non-lisibilité claire des actions que mènent les forces étrangères sur les territoires, je pense que le Mali a intérêt aujourd'hui de tenter cette offre de dialogue. Pour les cas des victimes, je ne pense pas que les victimes elles-mêmes ou les populations ou les communautés elles-mêmes préféreraient de continuer à vivre dans une sorte de frénésie sécuritaire. Le souhait le plus ardent de ces communautés, en tout cas, c'est d'arriver à des solutions durables. Pour arriver à ces solutions, j'ai la ferme conviction que l'arme du dialogue est la plus redoutable. Qu'on ne fasse pas s'inscrire dans des logiques qui consisteraient à dire qu'effectivement, les groupes radicaux n'aiment que de la charia, ils ne veulent pas entendre le caractère républicain de l'État, ils ne veulent pas tout entendre la laïcité. Ça, ce sont effectivement des questions qui se posent avec acuité au sein de ce groupe. Mais je pense aussi que, au regard des expériences vécues ou passées en Asie, notamment en Afghanistan et en Irak, on a vu aussi ces mêmes talibans, ces mêmes membres d'Al-Qaïda qui ont quand même fini par comprendre qu'il n'y a pas qu'une lecture en islam, mais plutôt il y a des lectures. La Mauritanie, qui est un pays voisin, c'est cette arme qu'elle a utilisée aussi. Elle a fait appel à des ulémas, tout en admettant aussi que les groupes radicaux violents viennent soutenir l'argumentaire qui consisterait à l'instauration de la charia au nom du référentiel musulman. Le débat, il était public. Il y avait des médias qui ont permis effectivement aux populations, et même à ces mêmes groupes radicaux, que l'argumentaire brandi par ces groupes radicaux, il ne tient pas à l'analyse au nom même du référentiel musulman. La raison pour laquelle, s'il y a des acteurs mieux outillés pour mener une telle démarche, ce serait en tout cas les leaders religieux ou en train de s'appuyer sur ceci. Et on va y revenir. Alors aujourd'hui, est-ce que la loi malienne interdit de négocier avec des djihadistes, Bassirou Doumbia? Monsieur Touré, la négociation n'est pas
n'est pas à écarter en matière de résolution de conflits. D'ailleurs, on l'appelle les modes alternatifs de règlement de conflits. Voilà, la médiation en fait partie, la négociation en fait partie. Donc, c'est une méthode universellement admise. Maintenant, du point de vue juridique, je crois qu'il est très clair, on est très clair là-dessus. Les crimes contre l'État ou les attentats contre la sûreté de l'État sont prohibés et sanctionnés par la peine de mort. On a un code pénal qui est clair là-dessus. Et si on analyse les différents actes terroristes qui ont été perpétrés par ces hommes-là, il n'est pas à exclure qu'ils sont en violation vis-à-vis de la loi républicaine. Maintenant, la question de la négociation ne peut pas aller, comme vous l'avez dit, sans poser des préalables. Mais dans ce cas, est-ce que négocier serait une violation de loi? Non, je crois qu'à un certain moment, on ne va pas simplement rester dans le juridisme. Voilà, le droit, c'est une œuvre humaine, et là, c'est force, et là, c'est faiblesse. Chaque fois que la survie de la nation est mise en jeu et qu'elle peut être sauvée par des solutions alternatives, je crois qu'il faut privilégier ces solutions alternatives-là. Et c'est là que le dialogue trouve tout son sens. Et il y a sur Facebook, la page Facebook de Studio Tamani, Abdou Diarra, qui pense que lui, il trouve préférable de négocier avec les djihadistes au détriment des séparatistes qui sont les complices des Occidentaux dont l'objectif ultime est la division de notre pays, dit-il. Bon, c'est sa lecture à lui. Je ne voudrais pas vraiment l'influencer, mais je crois plutôt le contraire. Parce que pour moi, les séparatistes, je les ai toujours considérés comme des hommes politiques qui ont des intérêts à défendre, et chaque fois que ces intérêts sont satisfaits, ils déposent les armes. Tous les mouvements rebelles qui ont lieu à travers le continent africain, on sait comment ça s'est résolu à la fin. On part à la négociation, on confie des postes de responsabilité aux uns et aux autres, on accorde des lois d'amnistie et c'est fini. On dépose les armes et on devient républicain. Le Mali n'est pas à sa première rébellion. Je suis l'une des personnes les mieux placées pour parler de rébellion au Mali. Mon grand frère a été tué en 92 au nord. En 92, j'avais 10 ans. Mon grand frère, il est l'une des victimes de la rébellion de 92. Voilà, donc je suis et dans le même sens, il y a Ibrahim Diko Aldjouma qui dit également oui, il faut négocier avec les djihadistes au lieu de prendre en charge des rebelles à Bamako qui ne peuvent rien apporter comme paix. Les rebelles, moi je crois plutôt le contraire. Pour être très honnête avec vous, négocier avec les séparatistes demande moins d'efforts et les solutions sont purement politiques. Et généralement, c'est des gens, comme je l'ai dit, qui n'ont pas réellement une conviction séparatiste réelle. C'est des opportunistes, c'est des faiseurs ils font du tapage, ils font de l'amalgame juste pour se faire entendre et pour avoir quelques privilèges avec l'État. Voici comment moi j'inscris les mouvements rebelles au sein des différentes nations africaines. Mais le djihadisme, je vous dis très honnêtement, c'est un mouvement qui fait peur. C'est un mouvement qui fait peur en ce sens que le djihadisme n'est pas compatible avec les valeurs de la République. Là où on demande l'application de la loi de Dieu, cela suppose la suspension de la Constitution ou des valeurs de la République. Est-ce que si aujourd'hui partir dans une négociation avec les djihadistes, mais justement, pour que ce qui est souhaité aujourd'hui par les Maliens, c'est simplement la paix et la réconciliation, selon les réactions recueillies de part et d'autre. Alors, il y a un accord également pour cela, un accord qui a été signé entre des mouvements armés, l'État malien et des partenaires. Aujourd'hui, est-ce que cet accord pour la paix également n'a pas montré ses limites ? L'accord pour la paix, je crois qu'on sort de la question de la lutte antiterroriste ou de la lutte contre le terrorisme. On ne sort pas là-dedans parce qu'on est en train de parler de deux choses aujourd'hui, de paix de façon globale. Parce que les négociations avec les djihadistes, l'objectif c'est d'avoir la paix et la réconciliation au Mali. Et il y a un accord pour la paix et la réconciliation. Est-ce que cet accord peut amener la paix et la réconciliation ? Absolument. Il faut juste la sincérité et la franchise et l'engagement des parties prenantes. Je crois que voici les conditions de succès d'un accord. Et n'importe quel accord d'ailleurs, ce n'est pas propre à l'accord de paix. Pour qu'il y ait compromis entre les différentes parties belligérantes dans une gestion apaisée des tensions, il faut de la sincérité, de l'engagement de tous les bords. Et si ces principes-là sont respectés, il faut désormais peut-être déclencher la mise en œuvre. Mais cela n'est pas à confondre avec le cas des djihadistes. D'accord. Je suis très réservé à ce niveau. Beaucoup, mais est-ce que vous pensez que négocier aujourd'hui avec des djihadistes montrerait que l'accord pour la paix et la réconciliation a atteint des limites ? Non, je ne pense pas du tout. Contrairement à ce que pense M. Doumbia, moi je pense que les séparatistes posent réellement de gros problèmes, pas que politiques, parce qu'en réalité, ils ne sont pas représentatifs. Ces gens qui sont entretenus par l'État central de Bamako, certainement, ça fait un semblant d'accalmie, mais le problème de fond n'est pas résolu.
Parce qu'en fait, on fait loger des gens à Bamako ici, à coût de millions, on les entretient, ça donne un semblant d'accalmie, mais le problème de fond qui a amené ces différentes révolutions ou insurrections ne sont pas touchés dans le fond. Ça, c'est un premier aspect. Donc, ça veut dire qu'on repousse le problème, ce n'est pas responsable. On repousse juste le problème pour demain. Voilà, donc après, il va ressurgir. Maintenant, en ce qui s'agit de la négociation avec les djihadistes, je pense que, comme l'a dit M. Toungara, il faut toujours essayer quand même. C'est-à-dire aujourd'hui, essayer, mais sur quelle base ces négociations doivent se faire? Les bases sont à mettre en place. De la même manière qu'on a mis un accord, le processus d'Alger, qu'on a mis cet accord en place. C'est pourquoi tantôt, je n'ai pas voulu parler de négociation directe, j'ai parlé d'écoute. Aujourd'hui, si on veut aller à une négociation, c'est de demander à ces éventuels partenaires de demain qu'est-ce qu'ils attendent de l'État du Mali, qu'est-ce qu'ils attendent concrètement. Et nous aussi, on sait que, par exemple, on peut défendre l'aspect laïcité, la reconnaissance de la République, ainsi de suite. On met ça sur la table. S'ils sont d'accord que nous partions sur cette base, oui, on déclenche les négociations. Ça trouve qu'on a un canevas sur lequel on débat. Maintenant, s'ils disent qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec les propositions, parce qu'à un moment donné, il faut que nous prenions le leadership et que nous anticipons et que nous fassions des propositions. Aujourd'hui, comme M. Toungara l'a dit, l'analyse, elle est faite. C'est maintenant d'avoir une approche de solution avec ces mouvements. C'est-à-dire, vous arrêtez avec l'extrémisme violent, vous arrêtez avec telle ou telle chose. Voilà les contreparties des garanties que nous, en tant qu'État, nous apportons. Maintenant, les djihadistes ils peuvent dire oui, ça nous convient, ça ne nous convient pas. Si effectivement les grandes lignes sont tracées, bon, mettons-nous d'accord pour un timing de discussion et on arrête quelque chose. Voilà, mais même si on a toutes ces bases, est-ce que l'État malien sait aujourd'hui avec qui négocier, qui peut représenter ces djihadistes? Il s'agit de créer ces conditions en réalité. Aujourd'hui, quand vous allez envoyer des émissaires à ces différents niveaux, parce qu'en fait, même le dialogue inclusif auquel on fait allusion tantôt doit inclure ces djihadistes en réalité, parce que c'est des Maliens. Donc, c'est des préoccupations aussi. Ils ont le droit de penser que c'est l'islam qui est la vérité. Ils ont le droit de penser comme ils veulent. Ce n'est pas un problème. Mais jusque dans une république, c'est la république qui prime. À un moment donné, il faut les écouter. Maintenant, voir ce qu'on peut intégrer et ce qu'on rejette totalement. Donc, le dialogue doit permettre d'arriver à ce point. Donc aujourd'hui, aller à l'écoute permet effectivement de prendre en compte leurs préoccupations. Maintenant, il n'est pas dit que nous avons le couteau sous la gorge et qu'on doit accepter forcément leur dictat. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'aller à une écoute responsable et avec un cahier de charges bien défini par l'État malien. D'accord. Est-ce que sur la table des négociations, Iyad Arali et Amadou Koufa peuvent représenter les djihadistes? Pas que les deux seulement. Je pense que pour le cas précis du Mali, les aires sont connues en réalité. Quand on s'approche côté centre, on pense systématiquement à Jafar Diko, Ahmed Nkoufa. Quand on va à côté Mali, Mauritanie, systématiquement, on connaît la Katiba qui s'en occupe, de la même manière également les régions du Nord. Donc c'est pour vous dire que en passant par Diko, par Diko, Jafar Diko, Ahmed Nkoufa, Yada Garali, Abdul Hassim, je pense que ce sont deux acteurs qui sont quand même le plus connus pour ces violences, tant dans la région du Nord que celle du centre du pays. Je pense que déclencher un tel dialogue avec ces groupes... Plus connus, sont-ils également représentatifs? Oui, ils le sont, parce que ce sont comme des groupes qui sont très bien structurés. On sait pertinemment qu'il y a beaucoup de groupuscules radicaux violents, parallèlement à ces gros groupes connus de tout le monde. Mais ces petits groupes n'ont pas assez d'incidence en termes de violence comme l'ont Al-Qaïda, Ansarou Sharia, la Katiba de Massina. Donc on sait, quand on s'intéresse à cette problématique, effectivement, les foyers sont connus, les acteurs qui risquent ces foyers également les sont. Qui sont maintenant les acteurs qui sont les mieux indiqués pour les démarcher? Je sais pertinemment que ils défendent des idéologies religieuses qui ont aussi des tenants dans nos centres urbains. On sait que beaucoup des Maliens musulmans sont pour l'approche salafi ou sont pour l'approche, ce qu'on appelle en tourisme musulman, à la globalité, enfin l'application de la charia. Maintenant, mais ceux-ci ont compris que les conditionnalités posées par l'islam
lui-même ne permettent pas d'aller vers la violence. Je pense que si l'on accepte de mettre ceci devant dans les processus de dialogue et que le dialogue devienne public, ouvert, ça c'est extrêmement important. Une fois que les prises de contact sont faites, il y a ce qu'on qualifierait, il y a de bonnes pratiques en la matière. Que ces groupes radicaux violents désignent des porte-paroles et d'échanger avec les éléments désignés par l'État central du Mali et que les débats soient publics. Je pense que j'ai la ferme conviction une telle confrontation théologique va non seulement aider l'ensemble des Maliens à enlever toute forme d'équivoque quant à l'islam, quant à la pluralité même des pensées musulmanes. Mais dans le même temps, un tel dialogue substantiel entre les groupes radicaux et les éléments désignés par l'État central du Mali pourrait aussi même aider nos forces de défense et de sécurité de revoir quand même un peu leur comportement. C'est là. Donc vous pensez que s'il devait y avoir des négociations, ce sont les leaders religieux maliens qui devraient représenter l'État malien? Ils sont les mieux situés. Imaginons, vous envoyez un ministre de la Défense, échange avec Yada Gali, il va lui parler de la charia, il va lui citer des versets, mais il est bloqué. D'accord. Est-ce que vous pensez que les leaders religieux, M. Doumbia, sont les mieux placés pour... Je crois qu'en matière de négociation, le choix du profil est très important. Il est très important. Si, même par rapport aux tensions auxquelles nous assistons sur le front social, gouvernement, syndicats, souvent le dialogue social échoue parce que tout simplement les personnes qui mènent le dialogue n'ont pas le profil de grands négociateurs. Ils n'ont pas les matières, ils n'ont pas les prérequis pour pouvoir convaincre, pour pouvoir s'imposer en termes de leadership. Donc je crois que le choix du profil est très important. Et sur ce plan, je rejoins entièrement M. Tounkara quand il dit qu'il faut choisir les négociateurs dans la liste des références que nous avons en matière d'islam. Et au Mali, je crois que les ressources humaines sont abondantes en la matière. Voilà. Mais je suis sceptique, très honnêtement. Je reviens encore là-dessus. Parce que tout simplement, n'oublions pas que Amadou Nkoufa, Yag Agali, si on fait le prolongement structurel de leur organisation, on trouvera qu'ils sont même affiliés jusqu'aux talibans, jusqu'à Al-Qaïda. De Ansardine et Katiba de Massina, qui se sont associés et qui ont fait allégeance au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, eux aussi qui ont fait allégeance à Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est la branche sahélienne de Al-Qaïda internationale, qui prend ses origines libres pour pouvoir négocier. Depuis l'Afghanistan. Comment ? J'ai dit, dans ce cas, sont-ils eux-mêmes libres pour pouvoir négocier? De la manière le Mali n'est pas libre par des interférences internationales, ces djihadistes-là aussi ne seront pas libres dans la négociation et ils n'auront pas libre choix pour négocier les différents termes qui leur seront proposés. Donc leur faiblesse que vous signalez n'aura pas d'impact dans les négociations, M. Boko? Non, je pense que si, parce que c'est que M. Tounkara c'est une façon de couper le cordon ombilical, parce que si vous faites un dialogue ouvert, parce que vous partez dans un terreau où vous êtes sûr d'appâter des gens, et l'appât fondamental dans notre système, c'est quoi? C'est la mauvaise distribution de la justice. Alors, si l'État met en place un bon système, ça veut dire qu'en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Même si eux-mêmes ne s'inscrivent pas en tant que leaders, entre guillemets, de ces mouvements islamistes, ils vont se retrouver face à une perte sur le terrain. Parce qu'à un moment donné, une fois qu'on aura convaincu la population, qu'on aura expliqué l'islam dans toute sa plénitude, vous remarquerez par exemple que l'exemple qu'il dit, il est très pratique au Sénégal. Vous verrez que même un grand intellectuel sénégalais, il a la maîtrise parfaite du Saint-Coran. Il peut s'exprimer, il peut discuter avec toi. Donc à un moment donné, il s'agit juste d'avoir des interlocuteurs qui sont vraiment doués dans la matière. En réalité, nous naissons musulmans. La plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes nés dans des familles musulmanes et nous devenons musulmans sans réellement comprendre c'est quoi l'islam. Donc si vous avez des mouvements comme ça qui vous expliquent que la charia c'est ça et que la justice, nous allons vous la redistribuer correctement si vous vous débarrassez de l'État central, parce que cette dépravation de mœurs et cette mauvaise distribution de justice, on les fait croire que c'est la France, c'est le système occidental qui nous l'impose, ainsi de suite. Donc cette forme d'intoxication, il faut maintenant revenir en arrière pour amener la bonne information. Et ce n'est que
en faisant une bonne communication avec ceux qui maîtrisent bien les textes sacrés et en ouvrant le débat qu'effectivement on peut les couper l'herbe sous les pieds, ça les fragilisera, même si de l'autre côté il se trouve qu'ils ont des instructions du Qatar ou bien je ne sais pas de l'Afghanistan et tout ça. Si les populations ne sont plus d'accord avec eux, ça veut dire qu'ils n'ont plus de force. La réalité, c'est ça. D'accord. Monsieur Doumbia, vous dites que vous êtes sceptique par rapport à ces négociations. Et Monsieur Bokoum et Tounkara estiment que l'armée malienne aujourd'hui n'a pas la capacité de faire face aux défis et qu'il ne faut pas compter ou trop compter sur les partenaires. Alors aujourd'hui, à part les négociations, est-ce qu'il y a une autre solution? À part les négociations, on est tous d'accord, que ce soit au Mali ou à l'international, les solutions militaires ont montré les limites. Elles ont échoué partout. Moi, je crois que c'est là qu'on peut peut-être parler de négociation. Parce que ce qu'on a occulté dans le document du rapport de International Crisis Group, c'est qu'à l'introduction déjà, l'auteur, ou du moins l'organisation elle-même, fixe certains points essentiels pour la conduite des négociations. L'aide humanitaire, par exemple, et l'assistance des services sociaux de base. Si ces deux points-là sont pris en charge, je crois qu'on pourra atténuer un tant soit peu les souffrances des populations. Je crois que ça, c'est très important. Sur ces points, je crois que ces djihadistes c'est des êtres humains qui ont aussi du sang dans leurs veines et qui sont sensibles aux souffrances des populations. Donc, à partir de là, je crois qu'on peut négocier sur ces points-là. Et je ne pense pas qu'ils soient vraiment en déphasage avec les valeurs de l'islam, ces points. Maintenant, les autres points, tels que déposer les armes, maintenir la forme républicaine de l'État, la laïcité, je ne suis pas sûr que ces gens-là soient dans cette vision avec nous. Nous avons tous été à l'école moderne, nous partageons cette vision parce que tout simplement nous avons hérité de la colonisation française. Et la France est vue comme le pays le plus mécréant par ces personnes-là. Je mets ce mot entre guillemets, et ils le disent eux-mêmes lors de leur déclaration. Maintenant, par rapport à ce que Bokoum venait de dire, c'est qu'on est tous d'accord que quelque part l'État a failli à sa mission régalienne. Que ce soit au centre, au nord ou au sud, à l'est, il y a une mauvaise répartition de la justice. On est tous d'accord là-dessus. Bamako, qui est la capitale aujourd'hui, combien de personnes ont été victimes d'expropriation forcée, de procès de jugements mal rendus par les tribunaux? Parce que tout simplement, l'une partie est faible par rapport à l'autre. Ou l'autre partie étant faible au-dessus des instructions venant du sommet de l'État. Donc, quelque part, il y a la question de la crédibilité même de la justice est transfrontalière. Donc, ce n'est pas propre à une région au Mali. Secondo, ça a été un facteur. Je ne crois pas que ça a été l'argument décisif qui a justifié la création du mouvement djihadiste. Mais ça a été un facteur de persuasion des populations à suivre les djihadistes. Entre l'État et ceux qui prennent les armes au nom de la religion de Dieu, de l'application de la loi de Dieu, et qui sont prêts à assouvir nos souffrances, nous allons suivre ces derniers au détriment de l'État. Parce qu'ils sont plus pragmatiques, comme ils l'ont démontré sur le terrain. Ils ont assisté les populations. En 2012, à Gao, les gens ont applaudi les djihadistes. Parce que tout simplement, ils ont apporté à vivre à la population. Ils ont certes instauré la loi de Dieu, ils ont instauré des codes de conduite, des codes vestimentaires, ils ont interdit certaines pratiques, mais ils ont allégé le coût de la vie des populations. Et je crois qu'à partir de là, quand un mouvement séparatiste ou djihadiste intègre cette vision dans son programme, automatiquement, elle a le soutien des populations qui n'ont même pas qui n'ont pas 500 francs par jour. On est tous d'accord là-dessus. Nous sommes dans un pays pauvre. Lorsqu'on arrive à travailler sur la psychologie des populations, en les apportant ce dont ils ont besoin et à moindre coût, ils seront déterminés à votre cause. Mais cela ne veut pas dire forcément que, en réalité, ils sont engagés pour le mouvement djihadiste. Et je crois que le rapport même de International Crisis Group le dit. Il dit qu'il y a par rapport aux obstacles, la question de soutien local est ambiguë. On ne sait pas si concrètement les populations qui sont engagées pour la cause, l'engagement est sincère. D'accord. On ne sait pas si c'est un engagement. Il y a Madi Konaté qui demande est-ce qu'une négociation est possible avec les armes en main? Oui, c'est toujours le cas avec les séparatistes. On sait pertinemment que parmi les exigences de l'accord pour la paix, il y avait ce dépôt des armes, chose qui est loin d'être faite. Donc, pourquoi pas avec les groupes radicaux, avec le référent musulman, du moment où les séparatistes sont toujours munis des armes, et dans le même temps, ces mêmes forces étrangères qui s'opposeraient à un possible dialogue avec les groupes radicaux, elles sont quand même silencieuses face
à une telle possession d'armes par des groupes séparatistes. Donc vous êtes optimiste au cas où le gouvernement s'engagerait à organiser des négociations avec... Un optimisme prudent. J'ai la ferme conviction que les groupes radicaux violents, avec le référent musulman, n'ont la légitimité que dans les textes sacrés. Je ne vois pas une solution militaire, je ne vois pas une solution politique ou une solution diplomatique qui pourrait les amener justement à déposer des armes. Donc je pense que l'argumentaire religieux est la meilleure arme face à pour cette les situation. déconstruire. Alors, Bokoum, est-ce que vous pensez que ce gouvernement, s'il décide d'engager les négociations, il peut les réussir avec les présumés djihadistes? Ce gouvernement, je ne sais pas, mais ce gouvernement aurait dû. Parce qu'en réalité, le sérieux et l'approche déterminent le résultat en réalité. Et tout montre à croire que depuis un certain temps, nous n'avons pas de gouvernement très sérieux dans les différentes approches d'anticipation. Parce que ce que M. Doumbia vient de dire tout de suite, en donnant de la nourriture, c'est quoi? C'est de la vision stratégique. Et un État qui n'a pas de vision stratégique ne peut pas gouverner en réalité. Donc il faudrait à un moment donné que le gouvernement réfléchisse à la question fondamentale de la distribution de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali est prêt à avoir une vraie justice? Merci. Et la clé, c'est la justice. Et espérons que le pays connaîtra repose bientôt la paix et la réconciliation. Merci à nos trois invités. Boubacar Bokoum, politologue, Bassirou Ben Doumbia, président fondateur de la Conscience citoyenne pour la démocratie et le renouveau au Mali, considère, et Dr Ali Tunkara, professeur à l'université, auteur du livre Le djihad à Kemassina dans le centre du Mali. À la régie vidéo et audio, Seydou Daoua et Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré, à demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba.